Comme vous le savez, c'est un petit peu la dernière ligne droite de notre quinzaine de solidarité avec l'Ukraine. Et donc, on termine ce week-end par le salon du livre ukrainien qui a démarré aujourd'hui. Donc, vous pourrez jeter un œil pour ceux qui sont arrivés maintenant tout à l'heure. On termine toujours avec l'exposition que vous voyez, qu'on avait déjà vue cette semaine au CICP d'une BDiste ukrainienne. Et ce soir, on va discuter avec Daria Saburova et Denis Gorbak sur l'enjeu de la langue dans le conflit ukrainien. Alors, Daria et Denis sont chercheurs, sont ukrainiens. Ils sont membres tous les deux de notre réseau européen de solidarité. Moi, je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses sur la langue, parce qu'il y a un autre camarade, Stéphane, qui est dans les bouchons, qui devait un petit peu introduire. Et comme je disais à mes camarades, à part vous parler de l'enjeu de la langue catalane, avec mon ami Ignasi, je connais beaucoup moins, même si je commence à entendre des choses dans tout ce travail autour de l'Ukraine, à l'enjeu que peut représenter la langue ukrainienne, le russe, les régions russophones, etc. Enfin bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc je donne la parole à nos deux intervenants. Oui, de manière toujours patriarcale, mais bon, soit. Pour commencer, juste une petite note que normalement, la question des langues dans le contexte ukrainien, c'est un thème extrêmement ennuyeux pour tout chercheur parce que c'est quelque chose qui est toujours, qui est surdiscuté en Ukraine et qui, voilà, que normalement les personnes, disons, universitaires, savantes, tendent à plutôt éviter pour ne pas descendre dans la discussion de la basse qualité, quoi. Mais c'est vrai qu'en France et j'imagine ailleurs, à l'Occident, c'est une question qui a besoin d'éclaircissement parce que systématiquement, moi, je me retrouve face à des questions de la part des gens parfois très sympathisants à des vues politiques, à des positions politiques qui sont les miennes, mais qui ont du mal à comprendre cette situation. Mais comment tu es ukrainien, et tu dis que ta langue maternelle est le russe, c'est ma situation en effet. Mais comment ça se fait? Donc tu es russe? Non, donc voilà. J'imagine que nous les deux vont parler, nos deux interventions vont mettre un peu de lumière sur cette complexité. Donc pour comprendre, pour commencer, je dirais que, en gros, l'exemple de la Belgique est un exemple utile pour garder en tête, garder à l'esprit en discutant de l'Ukraine. Cet exemple, comme toute comparaison, celle-là, elle aussi a ses limites. On en parlera plus tard. Mais pour commencer, je pense que la Belgique sera une belle base pour découvrir la situation ukrainienne. Donc, à la base, puisqu'il faut commencer quelque part, historiquement parlant, je commencerai au 19e siècle, le siècle où toute nation européenne, sauf la française et l'anglaise, toutes les autres nations naissent de la mouvance romantique. Hein. Donc, à cette époque, en effet, l'ukrainien est la langue surtout paysanne. C'est parce que à cette époque déjà, l'Ukraine fait partie de l'Empire russe. La population citadine est russophone pour des raisons purement sociologiques, pas parce que le russe est une langue mieux adaptée à la vie citadine, etc., mais justement cette impression s'enracine peu à peu parce que voilà, ce sont les faits sur le terrain. L'ukrainien est parlé
par les paysans à la campagne. Le russe, c'est la langue des citadins, surtout de la population privilégiée. Et cette corrélation se reproduit peu à peu, malgré les efforts de l'intelligentsia romantique ukrainienne du XIXe siècle qui fait son apparition et qui formule le programme nationaliste. L'Union soviétique construit un obstacle à cette tendance entre guillemets naturelle de la disparition progressive de la langue ukrainienne par sa fameuse politique d'enracinement. Donc l'enracinement, c'est une politique qui concerne tous les territoires de l'Union soviétique. En Ukraine, ça s'appelle l'ukrainisation et ça implique cette ukrainisation consiste à des politiques des mesures vraiment draconiennes qui auraient été condamnées par l'unanimité aujourd'hui par toute la communauté mondiale libérale, etc. Et donc il y a vraiment pas de moyen d'utiliser la langue russe dans l'espace public, dans les grandes villes qui avaient été normalement russophones à 100%. Et ces mesures, en fait, elles marchent. Les politiques de l'enracinement prennent sa fin vers le début des années 30, mais ça serait une erreur d'imaginer que sous Staline, tout s'arrête. Parce qu'en fait, même tout au long des années 30, les écoles sont totalement ukrainophones. Par exemple, l'éducation, l'instruction publique se fait en ukrainien. Vous pouvez regarder les films de cette époque sur YouTube parce qu'il y en a gratuitement. Il y a partout des hommes qui se promènent dans les chemises brodées ukrainiennes, symboliquement ukrainiennes, etc. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec les politiques d'Andrei Zhdanov, que la russification vraiment commence en tant que politique explicite, consciente de soi-disant harmonisation de la nation, de la communauté soviétique. Et à cette politique s'ajoute quoi? S'ajoute les déplacements massifs de la population, parce qu'il faut déplacer les gens peu ou prou, volontairement ou pas, pour construire des trucs impressionnants comme la centrale hydraulique de Kakhovka, par exemple. Et à force de déplacer ces masses de population, le russe devient de plus en plus justement la lingua franca un peu partout dans l'URSS, y compris en Ukraine. C'est la langue, encore une fois, il devient la langue de prestige, mais aussi surtout une langue commode, une langue pragmatiquement la mieux positionnée quand le choix se présente. Je donne un exemple de cette situation des années brejneviennes, un exemple de ma tante qui, elle, est née de ma grand-mère qui est russe et mon grand-père qui est ukrainien. Et donc, ce fait biographique lui donne le droit de choisir de ne pas étudier l'ukrainien en école. Ma mère, sa sœur, elle est dans la même situation, mais pour elle, ça marche, elle étudie les deux langues. Ma tante a un conflit personnel avec la maîtresse de l'ukrainien et elle sollicite son père. Le père va à l'école et il écrit un document et il formellement sollicite que sa fille, en tant que demi-russe,
soit libéré de cette obligation de parler l'ukrainien. Voilà, donc cette situation des contraintes et de stimuli objectifs, structurels, fait que l'ukrainien devient en fait la langue déclarée comme maternelle par la majorité de la population, mais ça dure, cette situation durera jusqu'à nos jours, quand disons 80% plus ou moins de la population affirme que leur langue maternelle est ukrainien, mais la majorité d'eux ne peuvent pas parler l'ukrainien en fait. Donc parce que la perception essentialiste de l'ethnicité domine. L'ethnicité est quelque chose comme les maladies génétiques, je ne sais pas, c'est quelque chose qui se passe des parents aux enfants. Et l'ethnicité signifie la langue. Donc voilà, c'est un peu comme en France, la population, les Français noirs doivent apprendre à l'école que leurs ancêtres, les Gaulois, ont combattu les Romains, etc. Bref, comme ça, avec une petite exception de l'Ukraine de l'Ouest, qui elle est complètement différente, elle est dans la situation différente parce qu'elle a été annexée uniquement après la Deuxième Guerre mondiale, donc là-bas la population ukrainophone est toujours majoritaire, mais sauf cette exception, en gros, vers la fin de l'Union soviétique, l'ukrainien est une langue méprisée, associée à des basses couches de la population, une langue en voie d'extinction. Qu'est-ce qui se passe quand l'Ukraine devient indépendante? Les nationalistes concluent un compromis avec tous les autres, un compromis pragmatique. Et les politiques qui ont tellement basculé d'autres pays post-soviétiques, comme les pays baltes, comme la Moldavie, comme les pays sud-caucasiens, etc. Vu les résultats de ces politiques, parce qu'il y a des guerres civiles ou des conflits très très aigus partout, la Moldavie, là il y a la Transnistrie, les pays baltes également, il y a du sang qui coule. Et le nouveau régime ukrainien prend les politiques très pragmatiques, très doux, ce qui consiste à ne pas faire de la pression de la part de l'État. Le seul facteur qui a changé, c'est le fait d'avoir l'ukrainien comme la seule langue officielle. Et peu à peu, cette langue progressivement commence à dominer le système éducatif, mais très progressivement. Ce qui progressivement nous amène à l'hiérarchie actuelle en Ukraine en multiples couches. Parce que l'ukrainien reste quand même la langue populaire paysanne. Dans ma ville natale, par exemple, parler l'ukrainien, c'était toujours surtout le signe de la tribu des paysans, des habitants de la campagne entourant la ville. Donc des gens qui travaillent qui ont des travaux, des boulots pénibles, qui travaillent dans le service, etc. Mais aussi, également, ça devient un peu la langue de la fonction publique et la langue de la haute culture qui se forme pas très vite, mais oui, ce processus est lancé aux années 90. Et donc la haute culture devient associée
voilà, à cette autre langue. L'ukrainien est aussi la langue de la capitale, de Kiev, mais pas du capital d'ailleurs, parce que la bourgeoisie, la classe capitaliste, elle persiste dans ses préférences plutôt russophones. Et donc, le seul fait, ou le fait principal de n'avoir qu'une langue officielle, sans beaucoup d'autres contraintes institutionnelles, distingue l'Ukraine du Bélarus voisin, où cette voie d'extinction n'a pas été empêchée par cette politique douce, mais quand même une politique pour protéger la langue locale. Et là se trouve la limite en fait, de la comparaison avec la Belgique, parce que contrairement aux Belges, les Ukrainiens ont montré beaucoup plus de plasticité, de flexibilité en cette question. Au début, je l'ai dit, il n'y a que 3 régions occidentaux ukrainophones, ce qui s'articule avec les sympathies politiques, avec le vote. Peu à peu, la frontière électorale se déplace vers l'Est. En 2004, Kiev, la ville capitale russophone, toujours, soutient la soi-disant révolution orange, qui a été très ouvertement culturellement nationaliste. Et entre-temps, à l'Est, l'ukrainien devient justement une langue de distinction, justement de haute culture, etc. Mais au niveau personnel, au niveau individuel, ce que j'ai vu quand je faisais mon terrain sociologique en 2019, des gens parfaitement russophones ont intériorisé l'idée de l'infériorité de leur propre langue. Donc ils disent, voilà, moi je parle russe et c'est normal, c'est notre vie, mais je sais que en fait c'est pas normal. Parce que, voilà, nous savons tous qu'a priori nous vivons en Ukraine et nous devons parler l'ukrainien. Mais nous sommes des pêcheurs, etc. etc. Donc il y a cette double conscience qui peut-être sera davantage expliquée par Daria parce que c'est quelque chose qui bouge en ce moment. Et tout ça se passe en dessous des processus superficiels, des campagnes électorales qui, elles, se focalisent justement sur la langue. Mais cette focalisation est perçue comme une question en fait, artificielle. Ok, oui, nous savons que voilà, il faut avoir uniquement une langue officielle. Voilà, nous ne nous sentons pas en capacité de parler l'ukrainien de manière courante aujourd'hui. Mais a priori, oui, ça aurait été bien. Voilà, c'est un peu tout. Tout ce que les gens, soi-disant normaux, avaient à dire avant l'invasion. Mais la politique parlementaire insiste sur cette question, et donc le camp soi-disant pro-russe, entre des grosses guillemets, ce camp insiste sur l'application aveugle des normes désignées pour protéger les langues et les cultures minoritaires, ce qui est un peu de la mauvaise foi parce que le russe n'est pas si minoritaire que ça en Ukraine, malgré ses évolutions, mais c'est pas comme le grec, le bulgare et les autres langues vraiment minoritaires en Ukraine. Leurs opposants, le camp soi-disant pro-ukrainien, prend pour exemple les politiques vraiment linguocidaires telles que les politiques françaises.
la France, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce que nous sommes en France ici que je mentionne ce pays. Elle est systématiquement évoquée par les partisans des politiques discriminatoires en faveur de la langue ukrainienne. Voilà, il faut faire comme là-bas. Est-ce que vous pouvez vous débrouiller en anglais avec l'anglais comme la seule langue en France? Non. Est-ce que vous pouvez parler l'allemand ou bien je sais pas, le breton? Non, il faut écraser tout ce qui est contre la politique souhaitable centralisatrice. Ok, je m'arrête là et je passe la parole. Parce que voilà, justement, c'est en ce moment que les choses sont susceptibles de changer. Ça va être intéressant parce que moi je vais à la fois reprendre là où Denis a terminé son récit et en même temps je vais peut-être contredire un tout petit peu son approche, à la fois parce que je vais parler donc de ce que j'ai vu pendant mon enquête en début de 2023, mais aussi parce que je pense que quand on parle de la question linguistique en Ukraine, il faut absolument introduire le troisième terme qui est le sourj, qui est le mélange entre le russe et l'ukrainien. Et en effet, en Ukraine, on a dans le discours officiel tendance à parfois assimiler la langue parlée dans les campagnes à un mauvais ukrainien, alors qu'en réalité, voilà, c'est un créole qui est un mélange des deux langues, parce que voilà, toute la vision de la situation linguistique change en fait quand on introduit ce troisième terme. Bon, mais je voudrais commencer en fait en disant que alors pourquoi de manière générale est-ce qu'on s'intéresse à la question linguistique en Ukraine? Ce n'est pas seulement parce que c'est une situation très intéressante par sa complexité, mais on s'intéresse à cette question avant tout parce que depuis 2014, la question ethnolinguistique est au cœur des discours de Poutine qui justifie l'annexion de la Crimée et l'intervention militaire de la Russie dans le Donbass. Même si on sait que après 24 février 2022, il y a d'autres arguments qu'il met en avant, donc plutôt l'OTAN et l'Occident collectif qui essaie de détruire la Russie. Avant 2022, c'était quand même surtout la question de la langue et de la culture qui était au cœur de ces discours. Par exemple, le 24 juin 2014, quand il rencontre le président autrichien, Poutine souligne que la Russie protégera toujours les Russes ethniques d'Ukraine et cette partie du peuple ukrainien qui se sent intrinsèquement liée à la Russie, non seulement sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan culturel et linguistique, et qui a le sentiment de faire partie du monde russe au sens large. Voilà, et donc du côté de l'Ukrainien, en fait, comme réponse à ces arguments de Poutine, on s'est vu développer une approche de la guerre qui se formulait aussi dans les termes ethnolinguistiques. Donc on disait que l'objectif de la Russie, bien évidemment, ne serait pas de sauver les russophones du Donbass, mais l'objectif de la Russie, ça serait de détruire la culture ukrainienne comme culture distincte et détruire la langue ukrainienne. En réponse aux menaces des idéologues pro-russes, des idéologues russes pro-guerre de désukrainiser l'Ukraine, les intellectuels et les pouvoirs publics ukrainiens annoncent le projet de dérussification de l'Ukraine. Donc le problème en fait avec ces deux discours, c'est que au fond, ils s'appuient sur la même conception monolinguistique de la nation. Donc il y a l'idée que au sein d'une seule nation, il doit y avoir une conformité parfaite entre les caractères ethniques, la langue, la mémoire historique et les orientations politiques. Voilà, que la nation doit être faite d'un seul bloc.
Les personnes qu'on appelle les russophones d'Ukraine, en fait, se trouvent pris en étau entre donc, les deux injonctions. Donc, d'un côté, on leur dit, bon, si vous parlez russe, ça veut dire que forcément, vous devez être pro-russe et vous devez vouloir rejoindre le monde russe. Et de notre côté, on dit, bon, si vous vous identifiez comme ukrainien, ça veut dire que forcément, vous devez commencer à parler ukrainien pour manifester votre fidélité au projet de l'Ukraine indépendante. Donc c'est dans ce contexte que je me suis dit qu'il serait intéressant de s'intéresser justement aux personnes qui habitent dans des villes qui sont réputées très russophones et se demander bon, comment est-ce que les personnes vivant dans des villes russophones répondent à ces injonctions. Ce qu'on a vu en fait, c'est que aujourd'hui en Ukraine, les populations dites russophones rejoignent la résistance contre l'invasion. Mais comment est-ce qu'ils répondent à la deuxième injonction, donc dans l'injonction plutôt du côté de l'État ukrainien, est-ce qu'ils continuent à parler le russe ou est-ce qu'ils vont aussi essayer de modifier leur comportement linguistique depuis le 24 février 2022 ? Et au final, en fait, il faut aller jusqu'à s'interroger sur la question de savoir si les catégories même d'ukrainophones et de russophones ne sont pas essentialisantes et est-ce qu'elles s'accordent avec les réalités de terrain. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la domination linguistique qui a marqué l'Ukraine pendant l'époque de l'Empire russe et l'époque soviétique, qui a déjà été présentée par Denis. Je dirais donc, je vais tout de suite aller au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire l'époque post-Maïdan. Donc, en effet, à l'époque post-Maïdan, il se produit un changement qui est en contraste avec toute l'époque précédente, où l'ukrainien commence progressivement à devenir la langue dominante, c'est-à-dire, quand je dis langue dominante, c'est-à-dire la langue à laquelle sont rattachées les valeurs sociales supérieures. Donc, parler l'ukrainien devient progressivement la marque de la distinction sociale. Parce que c'est précisément à ce moment que l'ukrainien devient le symbole de l'orientation pro-européenne de l'Ukraine, le symbole d'une orientation démocratique, libérale, et de la lutte contre les prétentions impérialistes de la Russie. Donc une nouvelle hiérarchie linguistique associée aux hiérarchies sociales voit le jour, qui d'ailleurs, on l'a vu sur la place du Maïdan, qui a été qui a été mise en avant dans cette confrontation, enfin dans une confrontation imaginée entre cette fleur de la nation ukrainienne intellectuelle, politiquement active, parlant l'ukrainien, contre la classe ouvrière industrielle de l'Est et du Sud, donc incarnée dans la figure de Vatnik, qui continue à parler le russe. Cependant, entre 2014 et 2022, il n'y a pas encore de rejet catégorique de la langue russe et de la culture russe, même parmi les militants de l'Euromaïdan et les personnes qui vont s'engager comme volontaires sur le front. En fait, la conversion à l'ukrainien est toujours perçue à cette époque-là comme une marque d'engagement exceptionnel, hein, donc une marque de conscience civique exceptionnelle. En revanche, depuis février 2022, on assiste à une vague massive de conversions qui sont en fait très médiatisées. Donc les politiciens, les grands patrons, les célébrités, les artistes, les intellectuels abandonnent ostensiblement le russe pour l'ukrainien dans leur activité professionnelle, dans la communication avec le public et même dans la vie privée. Donc ces conversions sont amplement médiatisées parce qu'elles donneraient l'exemple de l'ukrainisation douce, hein, donc prétendument consciente et volontaire. Donc bien évidemment, la constitution
protège et garantit la liberté d'usage de la langue tout autre que l'ukrainien dans la sphère privée. Mais aujourd'hui, aucune parole proférée en russe ne saurait prétendre au statut de parole légitime et signifiante, investie d'autorité dans le champ public. Donc en réalité, aujourd'hui, la conversion à l'ukrainien est de plus en plus perçue et de plus en plus présentée par les figures publiques, non pas comme un acte militant, mais comme une question de sécurité nationale. Cependant, dans mon terrain, donc j'ai fait comme Denis en m'appuyant sur ses contacts à Kryvyi Rih, en fait, la consolidation du nouvel ordre symbolique, donc qui place l'ukrainien comme langue dominante, se heurte encore aux résistances qui reflètent à la fois des divisions géographiques, mais aussi les divisions sociales au sein de la société ukrainienne. Voilà, donc il faut rappeler que quand on dit langue dominante, ça ne veut pas dire langue qui est parlée par la majorité des personnes dans le pays. Une langue dominante, c'est celle à laquelle sont attachées des valeurs sociales supérieures et qui constitue la norme d'évaluation et d'hiérarchisation des pratiques langagières concrètes. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que depuis février 2022, l'ukrainien est devenu la langue dominante à Kiev. Donc, dans la rue, c'est toujours très courant d'entendre les gens parler le russe, mais cette langue est désormais reléguée dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle règle tacite selon laquelle, dans la rue, si tu ne connais pas la personne, tu t'adresses à elle en ukrainien. Donc après, si au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que en fait, vous parlez tous les deux le russe, vous basculez vers le russe, mais vous commencez toujours la conversation en ukrainien. Alors, tout l'espace visuel et sonore est saturé d'ukrainien, donc il est quasiment impossible d'imaginer d'entendre par exemple de la musique en langue russe dans l'espace public, etc. Et d'ailleurs, voilà, aussi, donc, ce qui rajoute cette impression, c'est que en janvier 2021, est entrée en vigueur la loi sur l'usage obligatoire de l'ukrainien dans les services, ce qui fait que quand vous allez dans un café, dans un magasin, etc., voilà, les personnes s'adressent à vous en ukrainien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Kryvyi Rih, la situation linguistique est complètement différente, c'est-à-dire dans la rue, les gens parlent soit le russe, soit un mélange du russe et de l'ukrainien. Je vais rapidement dire en fait d'où ça vient, ce mélange-là. Et cette loi sur l'usage de l'ukrainien dans les services publics, elle est quasiment pas appliquée. Donc voilà, on s'adresse à vous directement en russe dans les magasins, ou bien on passe très rapidement en russe dès que vous répondez en russe. Et en fait, on peut toujours entendre de la musique russophone dans l'espace public. Donc les contrastes entre les situations linguistiques dans les deux villes sont révélateurs de plusieurs choses. Donc premièrement, en fait, le rejet catégorique de la langue et de la culture russe n'est pas du tout un phénomène généralisé en Ukraine, contrairement à ce que peuvent nous faire croire les appels de l'intelligentsia ukrainienne au boycott international de la culture russe, au cancel de la langue russe et de la culture russe. Même en Ukraine, en fait, cette position ne trouve pas un soutien unanime. Même si les personnes qui pourraient soutenir l'idée d'une autre Ukraine plurilingue n'ont pas accès à l'espace médiatique, hein, puisque cet espace médiatique est justement dominé par on va dire, cette intelligentsia nationale libérale. Deuxièmement, le bouleversement de la situation linguistique qui s'est opéré à Kiev en moins d'une génération montre l'inadéquation des catégories ukrainophones et russophones comme des catégories essentialisantes et ossifiées. En fait, ces catégories ont commencé à être mobilisées sur la scène politique interne dans la lutte entre plusieurs blocs oligarchiques au début des années 2000 et ont été ensuite instrumentalisées par la Russie, par Poutine, afin de justifier l'annexion des territoires ukrainiens prétendument russophones. En réalité, donc, la situation est beaucoup plus complexe. Ces catégories visent à polariser et à fixer donc, une situation qui est en réalité beaucoup plus complexe et émouvante.
D'une part, l'écrasante majorité des Ukrainiens, toutes les régions confondues, donc y compris l'Ukraine de l'Ouest, est bilingue ou plurilingue, hein, donc parle le russe, l'ukrainien et parfois donc ce mélange du russe et de l'ukrainien. Pourquoi ? Grâce à l'enseignement, grâce au contact régulier avec les institutions de l'État, la culture populaire, l'immédiat, les interactions interpersonnelles, etc. Donc tout le monde maîtrise et le russe et l'ukrainien, soit activement, soit au moins d'une façon passive, hein, c'est-à-dire tout le monde comprend les deux langues. Donc même si pour certains l'ukrainien n'est pas la langue maternelle, on ne peut pas dire que c'est une langue étrangère pour les Ukrainiens dits russophones. Donc c'est la construction de ces identités linguistiques russophones et ukrainophones exclusives l'une de l'autre et la promotion de l'homogénéité linguistique sont plutôt des éléments de l'idéologie linguistique dominante à la fois en Ukraine et en Russie, donc qui est une idéologie linguistique monolingue. Alors pourquoi donc est-ce que je parle de cette forme linguistique hybride qui est entre le russe et l'ukrainien? Parce qu'en effet, c'est une forme linguistique qui est très utilisée en Ukraine. Par exemple, dans l'Ukraine centrale où moi et Denis on a fait notre enquête, le mélange entre le russe et l'ukrainien est parlé par au moins 30% de la population, selon différentes enquêtes. Donc cette forme linguistique hybride entre le russe et l'ukrainien se développe à partir du XVIIe siècle, donc quand l'appareil administratif de l'Empire commence à pénétrer ces territoires, donc les populations locales doivent s'adapter à l'appareil administratif, à interagir avec lui. Et ensuite, des politiques de russification, le mouvement migratoire de la campagne vers la ville, dans le contexte d'industrialisation, et ensuite l'arrivée massive des travailleurs venus d'autres parties de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, dont Denis a parlé. Tout ça, ça contribue à l'extension du Sourjik, donc surtout en Ukraine centrale. Et ensuite, donc ça c'est le Sourjik classique, on va dire le mélange classique entre le russe et l'ukrainien. À côté de ce Sourjik classique se développe après l'indépendance ce que certains chercheurs appellent le néo-Sourjik, où là c'est le processus inverse, c'est-à-dire c'est plutôt des populations russophones de l'Est et du Sud de l'Ukraine qui commencent après l'indépendance à intégrer les éléments d'ukrainien dans leur langage pour s'adapter maintenant à l'appareil administratif ukrainien, où la langue ukrainienne devient la langue officielle. Donc, historiquement, donc le Sourjik, le mélange entre le russe et l'ukrainien, qui présente une grande variété de combinaisons, est le résultat à la fois d'une longue histoire de la domination coloniale russe et des politiques de décolonisation culturelle qui sont promues par l'État ukrainien après l'indépendance. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans l'idéologie linguistique dominante, et parmi les linguistes et les sociologues qui sont alliés au projet étatique de construction de l'État ukrainien, considèrent cette langue comme une langue bâtarde, comme une langue qui est la marque de la colonisation de l'Ukraine par la Russie. Et donc les personnes qui continuent à parler ce mélange des deux langues, c'est soit la marque de manque de conscience nationale et de l'inertie, soit en fait la marque de manque d'éducation, de culture, de capacité intellectuelle. Hein, voilà, donc ce seraient des personnes qui sont incapables d'apprendre l'une ou l'autre langue proprement. Et il y a en fait dans les discours de l'intelligentsia ukrainienne sur le Sourjik beaucoup de mépris de classe, puisque en effet c'est la langue qui est surtout parlée dans les campagnes. Et en fait on se retrouve face à une situation assez paradoxale où en fait l'intelligentsia ukrainienne aujourd'hui est assez folklorique, hein, donc en fait elle a tendance à mettre en valeur le village comme la source de l'authenticité romantique de la nation ukrainienne, et adore en fait toutes ces chemises brodées et ce genre d'attributs de la campagne, et en même temps face à la campagne réelle qui parle un mélange du russe et de l'ukrainien, elle montre un mépris de classe. Et donc, pour revenir à la situation actuelle,
Donc en fait, ce que j'ai retrouvé sur mon terrain et ce qui a été aussi confirmé par d'autres enquêtes à Kryvyi Rih, donc une enquête de 2021 que j'ai lue sur la situation linguistique dans cette ville, au moins la moitié d'habitants de Kryvyi Rih parlent surjik, donc parlent le mélange entre le russe et l'ukrainien. Donc dans mon terrain, c'était le cas. Donc, sur 30 représentants des classes populaires que j'ai interviewés, 15 personnes ont parlé ce mélange du russe et de l'ukrainien. 30 autres personnes ont choisi le russe au cours de l'entretien et seulement 20 personnes ont choisi l'ukrainien. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les classes populaires de cette ville, qui sont donc, moi j'ai interviewé en fait les personnes qui sont très engagées dans la résistance, c'est-à-dire des gens qui ont tous une activité bénévole pour aider l'armée ou pour aider les populations civiles qui sont des victimes de la guerre. Ces gens-là, en fait, tiennent un discours assez contradictoire sur la question linguistique. Donc, la majorité de mes interlocuteurs se sont montrés indifférents, voire hostiles aux injonctions de changer de comportement linguistique. Donc, ils disent que, ils sont très hostiles à l'injonction de passer à l'ukrainien tout simplement dans la vie privée. Voilà, ils considèrent qu'ils ont le droit de parler la langue qu'ils veulent avec leurs proches. Mais d'autre part, pour la grande majorité aussi, ils adhèrent à l'idéologie linguistique dominante monolingue. C'est-à-dire quand tu leur poses la question de savoir, mais est-ce que vous voulez que l'Ukraine du futur reste bilingue ou qu'elle soit monolingue, ils disent non, nous on veut qu'il y ait que l'ukrainien. Donc on ne veut pas de statut officiel pour le russe, on ne réclame pas de la place pour le russe dans les médias, dans l'école, etc. Tout en continuant à transmettre à leurs enfants le russe ou le surjik comme langue maternelle, ils vont mettre tous les espoirs dans l'école pour que leurs enfants et leurs petits-enfants passent à l'ukrainien. Mais en tout cas, ce comportement linguistique, où on va dire ce rapport à la langue assez ambigu dans les classes populaires, contraste avec ce que j'ai pu rencontrer dans les classes moyennes et supérieures, où là, c'est des personnes qui non seulement donc adhèrent à l'idéologie dominante monolinguistique, mais ils se convertissent activement à l'ukrainien et font aussi de la promotion du monolinguisme, de la conversion à l'ukrainien, leur tâche en tant que membre actif de la société civile. Mon hypothèse, en fait, c'est que donc pourquoi est-ce qu'on retrouve ce comportement surtout dans les classes moyennes et supérieures? Parce que, en effet, la langue ukrainienne devient aujourd'hui progressivement la langue dominante. Et donc, si l'intelligentsia ukrainienne, ukrainophone du 19e siècle défendait la langue ukrainienne, et ça allait de pair, en fait, avec la défense, avec la lutte sociale pour l'émancipation de la paysannerie. Donc, c'était plutôt une intelligentsia qui se rangeait du côté des classes dominées. Aujourd'hui, en fait, on a plutôt affaire à une petite bourgeoisie, une bourgeoisie qui se convertit parce que c'est la langue qui devient la langue des élites. Donc, parce qu'ils doivent utiliser la langue dans leur activité professionnelle, parce que c'est par cette langue qu'ils vont pouvoir, seulement par cette langue, qu'ils vont désormais pouvoir passer leurs idées dans le champ public, ils se convertissent à l'ukrainien. Alors que dans les classes populaires, donc moi j'ai souvent eu affaire donc, à des gens qui me disaient « Non mais tu comprends derrière, en fait nous, on ne travaille pas avec notre langue, on travaille avec nos mains. Donc pour nous, la question linguistique n'est pas du tout une question de principe. » Donc là, en fait, les gens continuent en fait, à parler la langue qui leur convient.
aussi parce qu'ils ne saisissent pas peut-être un intérêt immédiat de cette conversion. Voilà, parce qu'ils ne prétendent pas aussi à des positions de pouvoir dans la société en général. Donc, qu'est-ce que je... Donc voilà, peut-être on va peut-être, s'il y aura des questions dans la discussion, je vais peut-être pouvoir revenir sur certains aspects de ce que je disais. Mais en tout cas, voilà, comme Denis, je pense qu'il faut insister sur le fait que le cas de l'Ukraine n'est pas du tout unique. Les projets de construction nationale ont partout invoqué des idéologies privilégiant une langue et une identité, donc comme notamment en France pendant la Révolution. Simplement, la différence avec les pays où il y a des langues dominantes déjà établies, c'est plutôt la visibilité de ces processus et une situation d'instabilité de l'ordre symbolique qui devient le terrain de la lutte des classes. Voilà, donc en Ukraine, on peut dire que aujourd'hui, on ne peut pas réduire ce qui se passe sur le terrain linguistique ni à ce discours de décolonisation. Voilà, moi j'ai aussi à Kiev des gens qui me disaient bah, tu continues de parler le russe, il faut que tu te décolonises toi-même. Donc, mais voilà, la situation n'est pas réductible à ça, mais elle n'est pas non plus réductible à ce que nous raconte bien évidemment le régime poutinien, à l'oppression des russophones. Donc, au lieu de plaquer ce genre d'interprétation simpliste, il faudrait plutôt qu'on regarde cette situation pour comprendre comment, de manière générale, les processus politiques, économiques et sociaux travaillent à la reproduction de l'ordre social derrière toute langue nationale. Merci beaucoup pour vos deux introductions très intéressantes. D'abord, je voudrais m'excuser. Je voudrais vous demander... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a le micro. D'abord, donc, je disais que je remercie beaucoup pour vos deux introductions, super intéressantes. On apprend beaucoup de choses. Et avant qu'on passe au débat, je voulais juste vous demander pardon pour mon retard. On m'a demandé d'être le modérateur de ce débat. Le modérateur a été coincé pendant 1 heure dans un immense embouteillage à Saint-Denis, où en plus la police faisait tout son possible pour encore ralentir au maximum. Et en plus, puisque le bus et les tramways ne circuleront plus, tout le monde a pris sa voiture. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Voilà. Ben, écoutez, on va passer aux questions et au débat. Je pense que peut-être le plus simple, c'est qu'on prenne des questions par 3 et que vous répondiez. Allons-y. Qui se lance, s'il vous plaît? Ah oui, c'est le seul micro, d'accord. Bon. Ah oui. Je voudrais savoir si historiquement, il y a, comme c'est le cas souvent dans les langues, un territoire qui corresponde à la langue ukrainienne, hein, indépendamment des aléas politiques et historiques, mais s'il y a un territoire qui a, historiquement, on a en général parlé l'ukrainien. Hein. Après, on peut comprendre que, par exemple, surtout sur l'époque stalinienne, il y a eu des mouvements de population d'un côté et de l'autre qui peuvent effectivement changer, disons, cette composante. Mais est-ce que l'Ukraine actuelle correspond grosso modo à des frontières linguistiques historiques? Vas-y, Béa. Il faut parler là-bas. Je voulais savoir, parce que hier, on a eu, avant-hier, ou hier, on a eu un débat au 21 Terre, et quelqu'un parlait de la langue que le Parlement ukrainien a voulu imposer l'ukrainien, et que c'est l'Union européenne qui l'a fait, comment dire, repousser
la date de l'obligation, etc. Je voulais savoir si en Ukraine, il y a des mouvements pour la liberté du choix de sa langue et la liberté d'apprentissage dans les écoles ou l'université, n'importe, la langue choisie. D'accord, une troisième question, s'il y en a. Ben sinon, lequel de vous selon? Oui, je peux prendre du moins la première question parce que là, la réponse est très claire parce que les bolcheviks, on était très positivistes, comme tout le marxisme de la fin du 19e siècle. Donc c'était très scientiste avec la prétention scientifique, etc. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin de la guerre civile, quand l'Union soviétique a été déjà une nouvelle réalité émergente, sans concurrence, la question s'est posée des frontières entre les républiques, parce que le projet stalinien est échoué, le projet centralisateur. Donc il faut, le parti s'est mis d'accord qu'il faut qu'il existe une république ukrainienne, une république biélorusse, etc., séparées. Mais où est l'Ukraine, où commence l'Ukraine et où finit la Russie. Et une commission a été créée, une commission ethnographique pour dessiner justement les frontières. Donc ils se déplaçaient littéralement du village au village pour établir, ok, ce village est désormais considéré scientifiquement ukrainien, parce que je ne sais pas quels sont les critères, mais bon, d'après leurs observations de l'époque, du début des années 20, voilà, leurs frontières, par exemple, entre Tcherniv, la région de Tcherniv et Kursk, et la région, je ne sais plus laquelle, Bélarus, est justement dessinée comme ça en fonction de la langue parlée localement. Du coup, voilà, ce correspond la frontière ukrainienne, sauf la Crimée, qui a été la Crimée qui a été rajoutée en 1954. Non, 4. Oui. Non, 56. Non, 54, oui. Sauf la Crimée, la frontière correspond justement à l'usage de la langue, qui a été à l'époque le critère principal pour définir l'ethnicité et donc la nationalité. Pour les mouvements, moi je dirais que c'est 0 en ce moment, mais voilà, peut-être que tu as quelque chose à ajouter. Oui, alors peut-être aussi une chose à rajouter sur la première question, c'est que il faut bien évidemment tenir compte de toutes les variations et de comprendre que la langue ukrainienne a été comme beaucoup d'autres, comme d'autres langues en fait, institutionnalisée, développée sur la base d'un parler local de la région de Poltava au XIXe siècle, et que entre l'ukrainien qui est parlé en Ukraine de l'Est et les dialectes de l'Ukraine de l'Ouest, il y a souvent des très fortes différences. Oui, pour ce qui est de la question des mouvements en Ukraine pour la liberté d'usage de la langue, non, à ma connaissance, n'existe pas. Et justement, les forces politiques qui auraient peut-être pu porter ces revendications, justement, c'est le parti de Yanukovych et le parti au PSG, qui en est issu, qui ont été complètement discrédités par leur position pro-russe par le passé. Aujourd'hui, en effet, il n'y a pas dans l'espace public de possibilité d'exprimer ce genre de position, il me semble.
et je pense que c'est précisément cette impossibilité d'exprimer ce genre de position dans l'espace public qui explique une espèce de double conscience dans les personnes que j'ai interviewées. Donc cette position ambiguë vis-à-vis de la langue qui consiste à la fois à adhérer à l'ukrainien comme seule langue officielle, à l'idéologie monolinguistique, et en même temps défendre un partage très strict entre le privé et le public et dire voilà, dans le privé, on me laisse parler la langue que je veux. Donc c'est pas un mouvement, c'est plutôt en effet une position assez généralisée mais exprimée dans le privé par les représentants des classes populaires dans les territoires, voilà, considérés normalement comme, considérés traditionnellement comme russophones. Sur ça, juste, voilà, parce que avant-hier, c'était la question du hongrois. Et ça, c'est un détail qui est important parce que si on essaie de construire l'hiérarchie imaginaire des citoyens ukrainiens, les plus irréprochables, c'est bien sûr les Ukrainiens ukrainophones. Après, il y a les porteurs des langues de l'Union européenne, donc par exemple le hongrois, mais aussi le roumain, le bulgare, qui sont par un ou par une ou deux lois, je pense spécifiquement protégés davantage que les autres. Les autres sont, bon, voilà, non, il y a un autre privilège, un gros privilège pour le tatar de Crimée. Les autres langues sont un peu moins reconnues, moins privilégiées. Et les russophones, oui, quoique en effet minoritaires, statistiquement parlant, aujourd'hui, ne sont pas vraiment reconnus comme, au même titre que les Hongrois. Donc, et ça, c'est à cause justement de la pression de l'Union européenne qui n'est pas prête à protéger les autres, les russophones par exemple. Alors, oui, je peux ? Il y a juste une précision sur la question des statistiques concernant combien de personnes parlent telle langue. En fait, les statistiques qui sont développées en Ukraine, il faut vraiment les prendre avec des pincettes. Donc, premièrement, aujourd'hui, quand on pose la question aux personnes « c'est quoi votre langue maternelle ?», vous allez voir que dans toutes les régions, la langue ukrainienne va ressortir comme langue dominante, même dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine, où 70% d'interviewés vont vous dire que leur langue maternelle, c'est l'ukrainien. Alors en fait, pourquoi ? Parce que par langue maternelle, on n'entend pas la langue que l'enfant a appris par sa mère, ni la langue dans laquelle ils se sont actuellement le plus à l'aise de s'exprimer, mais c'est la langue de l'ethnos et la langue du peuple. Voilà. Donc en gros, ça devient assez... comment on dit, tautologique. Donc, si tu es ukrainien, ta langue maternelle, c'est l'ukrainien. Donc, en fait, en gros, cette question, elle sert simplement à confirmer l'adhésion des gens à l'idéologie linguistique dominante. Ça n'apporte pas du tout, en fait, sur leur langue. Ensuite, dans la plupart des enquêtes, quand on pose aux gens la question de savoir, là pour le coup, quelle langue est-ce que vous parlez le plus souvent à la maison, dans la plupart des enquêtes, les deux options proposées, c'est le russe et l'ukrainien. Autrement dit, on exclut l'option du bilinguisme et on exclut l'option de surjik, donc de mélange des deux. Dans les enquêtes que j'ai consultées, donc il y a notamment une chercheuse d'origine ukrainienne qui en fait est chercheuse en France qui a fait une enquête en 2016. Elle a introduit dans son enquête d'autres options, donc il y avait l'ukrainien, le russe, bilinguisme, surjik et puis bilinguisme et surjik. Donc 5 options, je crois. Et quand elle a introduit ces 5 options, dans l'Ukraine centrale, l'ukrainien est apparu comme langue absolument minoritaire, c'est-à-dire 10% seulement. Voilà. Donc, alors que le russe, pour les personnes se disant exclusivement russophone, ça reste assez stable, autour de 25% à peu près. Dès qu'on introduit le surjik et le bilinguisme, l'ukrainien perd.
Voilà. Juste pour préciser que en fait, il faut encore pour avoir une vraie pour comprendre vraiment la situation linguistique en Ukraine, il faut en fait faire des enquêtes qui introduisent beaucoup d'autres options que celles qui existent aujourd'hui. Il y a Jean va poser une question. Dis-lui. Comment ça marche? Il va brancher son micro. Ah oui. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui. J'avais une question relative à la langue. Dans le délire des impérialistes russes relayés par la Russie en France, il y a le fait de dire que les Ukrainiens sont des Russes parce que les langues slavo-orientales sont intelligibles entre elles, donc le biélorusse, l'ukrainien et le russe. Et donc, ils utilisent cela pour dire que l'Ukraine devrait faire partie de la Russie. Donc, est-ce que, premièrement, ces trois langues sont intelligibles entre elles? Deuxièmement, est-ce que l'ukrainien, une partie de l'autre, enfin, la partie russophone du bassin du Don, il y a des populations ukrainiennes? Et troisième chose, toujours dans le délire impérial russe, Medvedev avait sorti une carte disant que il laisserait l'ouest de l'Ukraine à l'Union européenne parce qu'il y a des populations catholiques parlant polonais et autres. Quelle est la situation linguistique dans la région de Lviv? Bon. Peut-être en répondre. Ah oui. Plusieurs questions. Pardon. Qui était? Non, on peut collecter. Voilà. Oui, je reviens sur l'usage du russe dans la sphère culturelle. L'année dernière, au mois d'août, on avait fait 2 interviews de 2 groupes punk ukrainiens. Là, c'était les enfants des grandes villes. Et ils nous avaient dit, nous, on chante plus en russe. Et on avait interviewé un autre groupe punk qui s'appelle Chios, si je prononce bien, C-I-O-S, Chios. Bon. Et nous, ils nous avaient dit, non, nous, on chante en ukrainien et on chante en russe. Et notamment, ils nous avaient dit, on chante en russe parce que la violence sociale qu'on veut dénoncer, la langue russe nous permet de mieux l'exprimer. Et le deuxième argument qu'ils avaient donné, c'est qu'ainsi, ils touchaient des fractions de la jeunesse des couches populaires. Un an se passe et Chios vient de sortir, ce groupe punk, qui donc chante aussi en russe, vient de sortir un album qui s'appelle 24 février 2022 d'ailleurs, et on leur a reposé la question. Et dans cet album qui vient de sortir, est-ce qu'il y a des chansons en russe? Ils nous ont dit, mais évidemment, on chante en russe. Et on leur a demandé, est-ce que vous allez faire des concerts? Ils nous ont dit, évidemment, on va faire des concerts et on chantera nos chansons en russe. Donc la question c'est, est-ce que dans la société ukrainienne ou notamment, il n'y a pas des endroits de résistance qui, je dirais, n'acceptent pas les injonctions de l'intelligentsia telle que tu la décrivais ou de l'État et qui considèrent que ils peuvent s'exprimer Chios chante en ukrainien, ils disent c'est une très belle langue, on n'a pas de souci avec ça. Et il est basé où, dans quelle ville? Je me souviens plus, c'est marqué, mais c'est marqué dans les livres qu'on a édités là. Mais parce que ça c'est un détail important. Oui, excuse-moi. Mais non, désolé, je m'en souviens plus. En plus, je crois que c'est un nom pour moi qui est très compliqué à mémoriser, donc j'ai une excuse. Enfin, en tout cas de français, en tout cas. Donc, je me dis, mais peut-être il y a ça. Et par exemple, je termine là, les éléments de résistance, c'est quand l'État a voulu interdire les références universitaires russes, il y a eu une pétition qui a existé il y a quelques mois, qui a été signée par plein d'universitaires, et y compris certains universitaires signaient alors qu'ils étaient au front, et leur signature c'était XY, professeur d'université, 15e brigade, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, j'en terminerai là, c'est que politiquement, il y a quand même des gens qui arrivent à avoir une certaine conception et qui ne soient ni
poutiniste, je dirais, ni injonction de l'État ukrainien tel qu'il est. Et c'est bon. Alors, je voudrais voir votre avis sur ça. Okay. Une troisième question. Sinon, j'ai une question complémentaire, si je peux me permettre. Il y a un chanteur russe, un groupe célèbre de Yuri Shevchuk, qui est très anti-poutiniste et anti-régime. Et d'ailleurs, lors de l'éclatement de la guerre, il a eu une prestation très, très remarquée. Est-ce qu'il est connu en Ukraine? Est-ce qu'on l'écoute? Et deuxième question, quelle langue, à votre avis, parlent les soldats ukrainiens dans les tranchées? Oui. Encore. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. C'est ce que je viens de retrouver. Qui est-ce qui se lance? Alors, Comme tu veux. ouais, je peux commencer. Alors, à ma connaissance, mais je ne me rappelle plus exactement le pourcentage exact, mais sur le plan lexical, en tout cas, le russe est moins proche de l'ukrainien que l'italien et l'espagnol, ou l'italien et le français. Voilà. En plus, donc là encore, je dis que là, je ne peux pas automatiquement sortir des chiffres, mais il y a eu des études linguistiques qui ont montré qu'en réalité, la part lexicale qui n'est partagée que par les trois langues, c'est-à-dire le russe, le biélorusse et le russe, est infiniment petite. Donc en fait, il y a beaucoup. Si ces langues se ressemblent, c'est aussi parce que il y a beaucoup de latinisme, il y a beaucoup de mots qui viennent du grec, voilà, et qui peut-être sont prononcés de manière un tout petit peu plus proche que si on compare la prononciation de ce mot entre l'ukrainien et le français, par exemple. Voilà, donc si en russe et en ukrainien le mot révolution est proche, voilà, c'est pas parce que en fait il y aurait une intelligibilité spécifique entre ces deux. Et d'ailleurs, sur le plan, on va dire purement de l'expérience, on sait que les Russes, en fait, ne peuvent pas comprendre spontanément l'ukrainien. En fait, il faut souligner aussi que l'idée même de l'intelligibilité entre les langues, c'est quelque chose qui est encore une fois socialement construit, ou la proximité entre les deux langues, c'est quelque chose qui est socialement construit. On peut avoir des langues qui sont désignées par le même nom, donc par exemple l'allemand de l'Allemagne et l'allemand de l'Autriche, alors que vont pas être immédiatement peut-être très intelligibles. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et que en Ukraine, par exemple, on va en effet... il y a cette construction de l'idée que le russe et l'ukrainien sont mutuellement intelligibles, tout simplement parce que l'histoire de ce pays fait que on a toujours utilisé dans différents contextes les deux langues. Bon, qu'est-ce que je peux... Bon, ça c'est peut-être pour la question de l'intelligibilité des langues. Quelle est l'autre question à laquelle je peux répondre? Bon, peut-être pas sur la question de la situation linguistique dans l'est de l'Ukraine. Oui, peut-être que sur cette histoire de la musique, alors encore une fois, c'était juste mon observation. Je n'ai pas entendu de la musique russe dans l'espace public à Kiev. Et en fait, je doute que c'est possible aujourd'hui d'organiser de tels concerts. Après, bon, peut-être que je me trompe. Par contre, à Kryvyi Rih,
Donc pour la petite anecdote, quand j'ai pris un bus, le conducteur a mis tout l'album de Tsoi, Victor Tsoi, donc qui était un artiste oui, une star rock des années 80 et qui en fait avait beaucoup de chansons antimilitaristes. Voilà, mais pour moi, c'était quand même assez étonnant d'entendre de la musique russe dans l'espace public. Et pourquoi est-ce que j'évoque cette anecdote? Parce qu'en fait, récemment, il y a eu une autre histoire liée à ce chanteur de rock, à Lviv, un artiste de rue d'Odessa a commencé à chanter Tsoi, donc en russe, à la guitare, dans l'espace public. Et il y a une députée parlementaire qui se trouvait là et donc ça a été filmé, qui est venue le voir en disant « Arrête de chanter en russe ». Et lui, il dit « Ah, mais non, mais c'est un grand chanteur de rock, tu comprends rien, je vais continuer à parler, à chanter ce que je veux. » Et donc, il continue. Mais quelques heures plus tard, ce même chanteur a enregistré un message avec des excuses, donc où il s'excuse d'avoir chanté en russe dans l'espace public. Et pour le soutenir, il y a justement les soldats sur le front ont commencé à enregistrer des vidéos où, en uniforme, ils chantent Tsoi en russe et dans sa traduction en ukrainien, d'ailleurs. Et c'est des chansons antimilitaristes. Hein. Oui, mais quelqu'un m'a dit récemment, moi j'ai pas suivi cette histoire, mais qu'apparemment, puisque ce garçon, en fait, il avait 16 ans, et que du coup, suite à cette histoire, on l'a mis dans un orphelinat de façon forcée, hein, quelque chose comme ça. Oui. Très proche, oui, bon, ce sont des informations confirmées, oui, mais apparemment, oui. Oui, oui c'est moi. C'est toi qui m'as dit. Je suis la source des fake news. Voilà. Oui. Ok. Oui, oui, sur la proximité des langues, juste, ok, je sais pas qu'est-ce que les linguistes diraient. Qu'est-ce que diraient les linguistes, mais bon, socialement, du point de vue d'usager, moi je dirais que la proximité, plus ou moins, à mon avis, plus ou moins comme entre le castillan et le catalan. Et d'ailleurs, on me dit qu'en Espagne également, les castillophones ne comprennent pas les catalanophones, alors que ça marche en sens inverse. Donc c'est justement comme entre le russe et l'ukrainien, entre les Russes en Russie et les Ukrainiens. Mais par exemple, justement, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on comprend comme une langue officiellement reconnue, parce que la différence entre le marocain et le palestinien est beaucoup plus grande qu'entre le catalan et le castillan, le russe et l'ukrainien. Donc voilà, c'est aussi la question de la classification. En Donbass, non, c'est pas le Don, c'est en fait le bassin de Donetsk, en fait c'est Donbass. La question était sur la langue, la situation linguistique au Donbass, je crois, oui. La question c'était de savoir si du côté de Rostov sur le Don. Ah, Rostov, ok. Ça parlait aussi ukrainien. Entre la frontière actuelle de l'Ukraine et Rostov. C'est une. Bon, historique, les Ukrainiens, les patriotes ukrainiens aiment rappeler que ce sont quand même tous des Cosaques ukrainiens qui ont colonisé cette terre. Et c'est vrai, oui, c'était voilà, la colonisation perpétrée par les Ukrainiens. Et c'est vrai que la langue locale est très proche d'ukrainien, parce que en fait, c'est du continuum. Oui, donc le Kuban, les terres entourant Krasnodar et Rostov, oui, sont
leur langue courante est beaucoup plus proche d'ukrainien que la langue des moscovites, oui. Mais après, encore une fois, tout dépend de la classification, tout dépend de la langue de l'instruction officielle, etc., etc. Donc, ça serait faux de dire que ce sont juste des Ukrainiens qui ont hâte d'être libérés par leurs confrères. Non, parce que ça marche pas comme ça. L'ouest de l'Ukraine, là-bas, le russe est compris toujours, universellement, je dirais. Il y a des légendes urbaines comme quoi, dans les profondeurs des montagnes Carpates, il existe des villages où il est impossible de se faire comprendre en russe, mais justement, vous voyez, ce sont des telles exceptions, voilà. Mais si vous allez à Lviv, techniquement, on va vous comprendre en russe, mais socialement, politiquement, ça c'est pas donné. Mais oui, la langue domestique, la langue courante, c'est surtout l'ukrainien, sauf les endroits où les minorités roumaines, hongroises et slovaques habitent de manière compacte. Les punks, oui, c'est une belle histoire et justement, c'est peut-être pour ça que ce sont des punks. Mais oui, mais je m'en réjouis, bien sûr. Je suis peut-être un tout petit peu plus optimiste que Daria, mais je suis moins informé qu'elle. Parce que oui, il y a plusieurs campagnes lancées ou soutenues par des soldats, par des militaires ukrainiens, qui, en répondant à la question, parlent y compris le russe. Oui, la langue officielle, bien sûr, dans l'armée, donc la langue des ordres, des communications officielles, c'est bien sûr l'ukrainien, mais en deçà de cela, oui, c'est la réflexion de la société, donc oui. Donc oui, il y a des pétitions lancées pour défendre une telle ou telle liberté, tel ou tel cas. Il y a des libéraux, parce qu'ils sont très très minoritaires, mais ils existent quand même des libéraux, parce qu'en Ukraine, le libéralisme est très très articulé au nationalisme, mais il y a des libéraux purs et durs qui militent pour l'agenda, voilà, pour la protection, y compris de la langue russe. Moi, je dirais que on peut un peu de temps en temps les lire, par exemple, sur la vérité ukrainienne, le site principal. Donc, ce n'est pas impossible techniquement de les entendre, mais c'est très difficile de les faire entendre socialement, pas encore une fois, politiquement. C'est difficile de faire accepter leurs arguments. Shevchuk, oui, c'était un des premiers concerts rock de mon enfance. Donc oui, c'est très connu. Je pense jusqu'à nos jours, oui. Oui, je crois que c'est tout. Oui. On prend d'autres questions, s'il te plaît. Non, comme tout à l'heure, tu as dit je suis catalan, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a environ 25 000 Ukrainiens qui sont venus réfugiés en Catalogne, qui ont été accueillis par le gouvernement autonome, et quand ils sont arrivés, on les a répartis dans l'ensemble du territoire, et on leur a demandé, on a créé des écoles pour qu'ils apprennent la langue, et l'une des questions qu'on leur a posées, c'était quelle langue ils voulaient apprendre, c'est le catalan, l'espagnol ou les deux. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que selon les endroits, il y avait des gens qui disaient non, catalan, d'autres qui disaient espagnol et d'autres qui disaient les deux. Et ceci m'a choqué que des Ukrainiens, je ne sais pas s'ils venaient de régions différentes, c'est possible, hein, mais effectivement, j'ai constaté ce phénomène. Peut-être il a pu y avoir aussi une influence de la commune qui était plus nationaliste catalane que d'autres. Hein. Il peut y avoir des influences locales.
Et il est vrai aussi que on fait remarquer en Catalogne à l'heure actuelle que les Ukrainiens réfugiés, ils y sont depuis 1 an ou 1 an et demi, apprennent le catalan plus rapidement que les Espagnols. D'autres questions? Moi j'en ai une à la suite. Ouais. J'en ai une à la suite de la dernière question. Et dans les écoles primaires, secondaires ou même à l'université. Donc je suppose que l'ukrainien est la langue de l'enseignement. Mais est-ce que par hasard, en Ukraine, on a décidé de faire, peut-être pas tout de suite, parce que les blessures sont trop fortes avec la guerre, mais peut-être pour plus tard, un peu comme les Catalans ont fait, c'est-à-dire les Catalans ont introduit, quand Franco est mort, le franquisme est tombé, et sous le franquisme, le catalan était interdit, et ils ont introduit une loi disant que le catalan est la langue officielle du pays et la langue d'enseignement, et le castillan est la première langue étrangère. Alors ça a fait mais c'était le cas à l'époque, non? Non, je me trompe? Non, le castillan est par la Constitution, la langue officielle de l'ensemble du territoire de l'Espagne. Ah oui, mais en Catalogne même. Il existe aussi d'autres langues officielles dans les territoires Oui. où on ne parle pas espagnol. D'accord. Enfin, Oui. pardon? C'est une Co-officialité. Voilà. Mais bon, ma question par rapport à l'Ukraine, c'est est-ce qu'on enseigne encore le russe maintenant ou est-ce qu'on pense le faire plus tard, quand la guerre va se terminer? Et oui. Et une petite question. En 2014, parce que on entend toujours ça du côté des partis communistes les plus divers d'Europe, à savoir qu'en 2014, après la chute de Yanukovych, le premier parlement élu a interdit la langue russe. Je me rappelle que c'était le cas, mais 1 jour plus tard ou 2 jours plus tard, ils ont reculé, ils ont retiré. Est-ce que vous confirmez? Voilà. Pour les écoles, je me suis un peu perdu. Peut-être que tu connais mieux la situation, parce qu'avec les nouvelles langues qui se sont enchaînées après 2014, justement, j'ai perdu le fil. Mais avant, la politique a été de garder la proportion des écoles russophones égale à la proportion de la population russophone selon la statistique. Sauf que le dernier le dernier recensement de la population, c'était en Ukraine en l'an 2000. Donc on ne sait pas trop vraiment combien, même combien d'Ukrainiens il existe. Surtout, c'est difficile d'établir les proportions des langues, voilà, surtout avec toute cette complexité. Et je pense que vraiment, justement grâce à ces interventions de l'Union européenne, je crois que pour les Hongrois et les autres, ce droit est revenu. Pour les Russes soi-disant ethniques, je m'en doute. Je dirais que peut-être que ça n'existe même plus. Et en futur, on peut espérer, mais voilà, je ne sais pas. Vraiment, il me semble difficile aujourd'hui d'imaginer le retour au pluralisme dans ce domaine, le pluralisme des années 90. Oui, mais en 2014, en effet, bon, c'est une histoire qui a une préhistoire, parce qu'en 2012, il y a eu la première loi en faveur de la langue russe, passée par Yanukovych, qui a été complètement inutile, c'est-à-dire elle n'a été aucun effet, parce qu'on a quand même vécu 2 ans avec cette langue, qui a été tellement déplorée, qui a tellement scandalisé la population, la société civile, mais rien n'a changé dans la vraie vie.
Et après, en 2014, le nouveau gouvernement, en effet, revoque cette loi. Toute la communauté nationaliste s'en réjouit. Tous les opposants sont scandalisés, mais encore une fois, rien n'aurait changé. Mais heureusement que 2 jours ou 1 jour plus tard, cette décision a été comment on dit? Retirée, ouais. Mais le mal a déjà été fait parce que la nouvelle a couru et ça a alimenté les esprits opposants. Ouais. Mais c'était très malheureux pour déclencher. Ça a contribué au déclenchement des conflits et de la guerre en 2014. Moi, je dirais comme Denis, c'est-à-dire que la base légale pour qu'il puisse y avoir des subventions locales des écoles où il y aurait un enseignement du russe, ça existe. Mais dans la pratique, en fait, depuis 2014, on a eu au contraire le passage en cascade des écoles qui étaient précédemment russes en ukrainien et aussi la disparition de l'enseignement du russe comme une langue, une LV2, etc. À ma connaissance, moi je ne connais plus d'écoles russes ou des écoles où le russe serait enseigné comme langue optionnelle en ce moment. D'accord. Christian. Oui. Viens ici pour le micro. Là. Non, mais tu peux hurler. Ouais. Moi, je me posais une question sur la situation linguistique en Crimée. Je ne sais pas si vous connaissez suffisamment, mais quelle était la situation avant 91, entre 91 et 2014 et aujourd'hui? Ça doit être assez différent sur ces 3 périodes, j'imagine. Et en particulier, concernant les Tatars, quelle est la situation linguistique? Henri, vas-y. Donc, je fais partie d'une tradition politique extrêmement minoritaire dans les grandes villes, qui est la défense des langues minoritaires dans ce pays. Et à écouter ce que vous dites, la situation est telle à la guerre, c'est très très compliqué. Mais les Corses, les Basques et autres minorités linguistiques, leur revendication, c'est effectivement la co-officialité des langues. Alors, j'ai bien compris que pendant la période des guerres, c'est très compliqué d'avoir ça comme revendication. Mais chez les progressistes, il me semble que ça devrait être un objectif, au moins à moyen terme, le jour où l'Ukraine aura fini par gagner cette guerre, ce qui n'est pas forcément demain matin, malheureusement. Allez-y. Bon, sur la Crimée, oui, 1991, la Crimée est une péninsule complètement, moi je dirais, complètement, ça n'existe jamais, mais 99,5% russophone, bien sûr. Pas que russophone, mais aussi fortement ethniquement russe, parce que ce sont des populations, contrairement aux autres régions ukrainiennes, c'était surtout des retraités militaires russes qui ont été envoyés à vivre là-bas. Donc, la langue ukrainienne existe, puisque c'est une langue de la République soviétique ukrainienne, donc sur les plaques officielles, etc., dans les documents qui ont été bilingues à l'époque, mais pas dans la vraie vie. Au cours des 2 décennies et demie
qui s'en sont suivis, oui, en effet, l'ukrainien fait une apparition mais très très modeste, mais par exemple le Sébastopol, la forteresse de tout ce qui est russe, de tout ce qui est agressivement poutinien tout au long de l'histoire ukrainienne, là-bas, paradoxalement, il existait un lycée ukrainien nationaliste. Bon, donc des très 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 petites poches ont apparu, mais plus importante est l'émergence justement des Tatars, donc de la population déportée à l'Ouzbékistan, qui s'est mise à revenir aux années 90, et donc leur langue est réémergée en tant que langue vivante, parlante. Je crois que c'était la langue davantage utilisée que l'ukrainien avant 2014. Maintenant, bien sûr, après 2014, l'ukrainien est éradiqué, je dirais, j'imaginerais. Et les Tatars de Crimée, d'après ce que je sache, il y a eu des scissions, donc il y a dans le mouvement national, il y a des fractions qui ont été cooptées par le gouvernement en tant que des représentants légitimes, etc. Mais bon, ok, je ne veux pas inventer des choses parce que je ne sais pas quel est le niveau de la langue tatare en Crimée d'aujourd'hui. Bon. La co-officialité, par contre, c'est une... A priori, c'est une bonne idée, mais la question, l'enjeu, c'est que le russe en Ukraine n'est pas limité à un territoire comme le breton ou comme, je ne sais pas, le basque, etc. Ça serait une erreur d'imaginer, je ne sais pas, par exemple, le Donbass comme un ghetto russophone, alors que on traverse la frontière et la situation est différente parce qu'elle est un peu différente, mais encore une fois, c'est un continuum. Et là, à mon avis, personnellement, moi, je dirais qu'il faut oser deux langues, mais voilà, c'était impossible même avant la guerre et maintenant, c'est encore moins possible. Oui, moi, je n'ai pas du tout de connaissances précises sur la situation linguistique en Crimée. Juste, je me souviens comme ça d'une anecdote, c'est que quand à un moment, donc quand même si Denis a parlé du caractère très doux des politiques ukrainiennes dans le domaine linguistique dans les années 90-2000, il y a quand même eu des mesures pour introduire, par exemple, des quotas de présence de l'ukrainien dans la diffusion radio et la diffusion télé. Et quand, à la fin des années 90, on a commencé sur les chaînes nationales à doubler les films en ukrainien, apparemment, donc ça c'est bon, un des livres que j'ai consulté sur la situation linguistique en Ukraine, apparemment, le doublage de la série Santa Barbara, je ne sais pas si vous connaissez, donc une série sur les riches américains, voilà, a été doublée en ukrainien, et c'est en Crimée que ça a suscité un scandale, donc qui allait jusqu'au Parlement local. Voilà, donc non seulement parce que les gens disaient que c'était inintelligible pour eux, mais parce que ça scandalisait les gens que les riches américains puissent parler le langage des roturiers, quoi, enfin des paysans, et du coup, en Crimée, il y a eu une exception en fait pour le doublage de cette série en russe. Ça, je sais pas. Oui, bon, voilà. Pareil, en fait, moi, je dirais, pour cette question de savoir quelles seraient les meilleures politiques. En fait, voilà, personnellement, la loi sur les langues régionales, ça ne me paraît pas absurde.
Mais c'est vrai que les arguments que vous allez rencontrer dans, on va dire, aujourd'hui, dans des positions aujourd'hui dominantes, c'est d'une part que à chaque fois qu'on autorise les deux langues, c'est de facto le russe qui va dominer. Et deuxièmement, c'est que le russe en Ukraine n'est pas comparable justement au breton, au catalan, etc. Parce qu'on peut parler russe dans un autre pays alors qu'on ne peut pas parler breton ou catalan dans un autre pays. Moi, en fait, il me semble que au-delà de positions personnelles qu'on peut avoir sur cette question, en effet, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des mouvements et est-ce qu'il va y avoir des mouvements. Donc, s'il y a des mouvements de personnes qui vont réclamer ces revendications, je pense qu'il y aurait toutes les raisons de les soutenir. Pour l'instant, tout ce qu'on peut constater, c'est que de tels mouvements n'existent pas et que la revendication de pouvoir continuer à parler le russe reste quelque chose dont on parle entre soi et qui correspond en fait au retrait des classes populaires par rapport à la politique en général. Bon, ce sur quoi la thèse de Denis porte en fait. Une dernière question sur... Oui. J'ajouterais juste sur la spécificité, la position non pas première, mais non pas non plus la seconde de la langue russe en Ukraine. La constitution qui a été adoptée en 1996, l'article sur les langues qui est très revendiqué aujourd'hui par tous les défenseur du russe. L'article dit la langue officielle en Ukraine est l'ukrainien. L'État se doit protéger et assurer le développement du russe, virgule, des autres langues, de toutes les autres langues. Voilà. C'est pas verbatim, mais c'est quelque chose comme ça. Donc, le russe a été mentionné quand même séparément, distingué par la virgule du hongrois, du polonais, etc. Et aujourd'hui, ce statut un peu ambigu est conservé parce que oui, le hongrois, on peut dessiner les frontières pour les romans aussi, pour le russe, non, voilà. Il y a Hugues qui veut poser une question. Hugues. Non, c'est pas vraiment une question, c'est une petite précision qui pourrait être anecdotique d'ailleurs. Dans sa première partie, l'abrogation en 2014 de la loi régionale de la loi de 2012 qui permettait aux Russes d'être à la fois de seconde langue officielle a été votée donc le 23 février et elle a duré 5 jours, c'est-à-dire qu'elle a été abrogée par la présidence le 28 février 2014, 5 jours plus tard. C'est tout à fait anecdotique, mais c'est une précision. Par contre, ce qui est moins anecdotique, c'est qu'elle a été abrogée en séance, annoncée le soir, et le 28 février 2014, c'est une date assez essentielle, puisque c'est l'entrée du groupe Wagner en Crimée, et c'est le premier élément d'invasion, et on voit bien que c'était préparé avant même la question de l'abrogation des langues. C'était juste pour préciser sur l'argument qui est de temps en temps employé sur ce vote de la Rada et la guerre à partir de 2014. Voilà, c'est tout. Non. Oui. Est-ce que s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là, à moins que vous vouliez faire une petite conclusion ou quelque chose de... C'est libre, hein, c'est à vous de... Non, je ne suis pas doué pour... Non. D'accord. Bon, mais à ce moment-là, on va arrêter. On va remercier. Merci à vous.